sommaire de ce journal, nous parlerons des obsèques de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. La nation ivoirienne fait ses derniers adieux. Sécurité sociale, l'IPS Saint-Graeux de Côte d'Ivoire et la CPPF, Caisse des pensions et de prestations familiales des agents de l'État du Gabon, signent une convention de collaboration. Diplomatie, le ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire et les Pays-Bas signent également une convention. Et puis nous parlerons de Banque Assurance, la BNI, Banque nationale d'investissement et Yaco Africa Assurance Vie célèbrent leurs 15 ans de collaboration. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. La République démocratique du Congo a marqué sa présence à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des fonds routiers africains avec la participation active de Pierre Bundoki Ndongala, directeur général de FONER, Fonds d'entretien routier de la République démocratique du Congo. En marge de ces travaux qui se sont clôturés récemment à Abidjan, nous avons tendu notre micro au directeur général du FONER pour en savoir un peu plus sur cette société de l'État. Suivez. Nous sommes venus participer pour respecter nos obligations, pour honorer nos obligations par rapport à l'association, également pour échanger des expériences avec les autres membres participants, parce que telle est en fait, la mission de la FERA, un échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les différents pays. Et les thèmes qui étaient mis à l'honneur cette année, c'est-à-dire le financement durable de l'entretien routier pour un meilleur entretien du réseau routier africain, est vraiment au cœur aujourd'hui de la réflexion du Fonds national d'entretien routier de la RDC. Je vous disais tantôt qu'on a été nommé à la tête de cette institution en octobre 2022 par le chef de l'État de la RDC. On a fait un diagnostic sur l'état du FONER. On a défini une stratégie, des choses qui n'existaient pas au FONER. On a défini une stratégie qui est déclinée chaque année par un plan d'action. On a eu en 2022 un plan d'action, plutôt en 2023 un plan d'action, et en 2024 nous avons également un plan d'action. Et nous sommes en train de mettre en place une réforme en profondeur du FONER pour pouvoir l'adapter au contexte du pays de la RDC. Parce que les défis sont énormes. Vous connaissez la RDC, c'est un pays continent, un pays avec un réseau routier d'à peu près 158 000 km. Les défis sont importants. Il faudra à chaque fois faire un lien entre les ressources collectées et le besoin d'entretien. Et sont venus pour écouter comment ça se fait dans d'autres pays, par rapport à notre pays, faire le comparatif et surtout tester notre réforme. Ce que nous pensons faire en RDC, comment ça fonctionne dans d'autres pays, comment affiner davantage notre réforme. Et nous avons eu des informations importantes parce qu'il y a plusieurs experts qui sont passés, qui ont parlé. Parce que la base de notre réforme, c'est également la diversification des ressources du fonds. Parce que c'est le problème clé aujourd'hui de fonds dans l'entretien routier. Nous fonctionnons sur base de la redevance sur le carburant terrestre, qui constitue pour la RDC 95% de son revenu. Vous avez les recettes du péage qui ne sont pas très développées en RDC parce que la pratique du pays veut qu'on concède les routes aux entités privées. Donc les routes sont confiées aux concessionnaires qui gèrent les péages sur ces routes. Le FONER n'en gère pas beaucoup, comme par exemple si je dois voir notre correspondant ici en Côte d'Ivoire où le FER gère à peu près 9 péages. En RDC, c'est quelques petits péages que nous gérons. Tout ça là, c'est dans notre réflexion. Une page sombre dans ce journal. Le palais présidentiel de Côte d'Ivoire reçoit l'un de ses anciens locataires, Henri Konan Bédié, sinon feu Henri Konan Bédié. L'ancien président retourne là où il a servi son pays en tant que chef d'État 6 ans durant 1993-1999, mais cette fois pas pour un quelconque commandement. Décédé le 1er août 2023, celui qui a dirigé le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, jusqu'à son rappel à Dieu, reçoit les hommages de la nation et les honneurs militaires dus à son rang avant l'ultime voyage. Un cercueil enveloppé par le drapeau national devant un parterre de personnalités de tous horizons.
des visages graves, plusieurs factions des forces de défense et de sécurité pour l'ultime adieu des hommes et des femmes, à commencer par le président Alassane Ouattara et son épouse qui s'incline sur la dépouille mortelle. L'instant est solennel ici à l'esplanade du palais présidentiel à Bian-Plateau. Pour cause, la nation tout entière rend hommage à Henri Konan Bédié, ancien président qui s'est éteint le 1er août 2023, au président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le message de la nation, Atidiam Thiam, celui du PDCI-RDA. Malheureusement, la lumière a baissé d'intensité car la part de flamme Bédié, la part de flamme qu'il était et portait à la fois, s'est éteinte. Cher président Bédié, c'est un poète qui disait, et je le cite, « Les grands hommes ne naissent pas grands, ils grandissent. » Votre vie, prise dans chacun de ces instants, tout comme dans son ensemble, nous fait dire que vous êtes un grand homme, un grand bâtisseur, un homme de valeur. Votre silence nous pèse. Nos sanglots et nos lamentations sont des révoltes sournoises face au vide que vous laissez. On peut dire, sans risque d'être démenti, que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui, dès le plus jeune âge, fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur. Il était au contraire d'un abord aisé. Ambassadeur, ministre, président de l'Assemblée nationale, président du PDCI-RDA 30 ans durant, président de la République, Henri Konan Bédié a eu plusieurs vies, aussi riches les unes que les autres, et qui auront réussi à marquer les Ivoiriens d'une manière ou d'une autre. On espère qu'avec nos prières, Dieu le recevra dans son paradis. Gardons en mémoire tout ce qu'il a fait de bien pour ce pays. Il faut qu'il veille sur la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de solidarité. C'est cela que nous demandons. Il a commencé ce travail avec son jeune frère Laurent Gbagbo. Il n'a pas pu terminer ce travail, mais je pense qu'il peut prier pour nous. C'est une personnalité qui marque toute une partie de l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire. Le deuxième président, plus de 13 ans président de l'Assemblée nationale, grand fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, est l'un des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Je voudrais élever des prières pour l'illustre défunt, le président Henri Konan Bédié, qu'il repose en paix, que la terre lui soit légère et que Dieu l'accueille dans son paradis. C'est comme un grand vide en nous, parce que moi je l'appelais affectueusement Papounet. C'était notre Papounet, avec tout le respect qu'on lui devait et toute l'affection qu'on lui porte. Que le Seigneur l'accueille dans sa félicité céleste. Je pense qu'il laisse forcément une peine en chacun de nous. Mais comme l'a dit, le destin, c'est le destin. Tout ce qui nous reste, c'est de prier pour lui, pour que ce qu'il a rendu à la Côte d'Ivoire, Dieu puisse lui retourner cela. Aujourd'hui, un grand homme s'en va, un homme de paix, un homme de fidélité, de loyauté, un homme qui aime la Côte d'Ivoire s'en va. Pour nous qui l'avons connu quand on était étudiants, jusqu'à ce jour, on pleure ce grand homme-là. Après l'étape du palais présidentiel, Henri Konan Bédié va dire ses adieux à un autre lieu qui lui est familier, l'Assemblée nationale, où il a occupé le perchoir jusqu'au décès de feu Félix Houphouët-Boigny. Il aura ensuite le temps d'être honoré par sa famille politique avant d'entamer le voyage sans retour de Daoukro, sa terre natale, où il sera inhumé début juin dans la stricte intimité familiale. Et ainsi va la vie. Nous poursuivons cette édition avec une note de sécurité sociale. Clôture ce jeudi 23 mai 2024 à Abidjan du séminaire technique initié par l'Association internationale de la sécurité sociale sur le thème « Prévenir la fraude et l'évasion, renforcer la conformité et améliorer le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ». Face aux enjeux, la lutte contre la fraude à la sécurité sociale est un défi pour les institutions de la sécurité sociale. Plusieurs enseignements et messages ont été retenus à l'attention des participants dirigeants
des institutions de sécurité sociale. Le séminaire technique initié du 22 au 23 mai 2024 par l'Association internationale de la sécurité sociale, l'AISS, a été un franc succès, à en croire ses participants venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au cœur de cette rencontre, la lutte contre la fraude et l'évasion des cotisations de sécurité sociale dans nos pays. Durant 2 jours, les participants, des responsables des institutions de sécurité sociale ont réfléchi sur les voies et moyens de lutter efficacement contre la fraude et l'évasion. Au terme de ce rendez-vous, les participants ont retenu pas moins de 7 enseignements et des messages avec, entre autres, la formation continue du personnel impliqué dans le recouvrement et l'importance de la digitalisation des procédures dans les systèmes. Certains pays comme la Côte d'Ivoire se présentent comme des meilleurs élèves de l'AISS en matière de lutte contre la fraude et l'évasion. L'expérience de Côte d'Ivoire, de la SEGRAE, ils sont très intéressants parce qu'ils montrent une méthodologie de combat à la fraude, c'est une méthodologie intéressante, c'est une méthodologie où vous faites une cartographie des risques et à partir de cette cartographie des risques, vous prenez les mesures pour combattre la fraude. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, à la clôture, a salué les résultats des travaux de cet atelier technique de l'AISS à Abidjan qui vont redynamiser les institutions de sécurité sociale. Les expériences que vous avez partagées montrent qu'il est possible de faire reculer la fraude par des actions ciblées et surtout concertées. Les initiatives inspirantes, telles que l'utilisation de la biométrie ou de l'intelligence artificielle pour sécuriser les bases de données des assurés sociaux, ou encore les campagnes de sensibilisation pour encourager les employeurs à déclarer les effectifs réels des travailleurs embauchés et leurs revenus en matière de transparence illustrent bien la diversité des solutions possibles et surtout l'importance de les adapter à nos contextes spécifiques. L'IPS SEGRAE, co-organisatrice de ce rendez-vous en tant que membre de l'AISS, gère au profit des agents de l'État de Côte d'Ivoire des régimes obligatoires de pension, des régimes complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires de pension. Il se charge aussi de recouvrement des cotisations et de services des prestations afférentes à ces différents régimes. Dans le même cadre, l'IPS SEGRAE de Côte d'Ivoire et la CPPF du Gabon veulent désormais marcher ensemble. Le directeur général de l'Institut de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire, IPS SEGRAE, et son collègue de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État du Gabon ont signé au siège de l'IPS SEGRAE au plateau une convention de partenariat. La CPPF du Gabon veut à travers cette convention s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de sécurité sociale. Pierre Tebeu et Ézéchiel Siri. Signature de quelques papiers, poignée de main, sourire et l'acte est posé. C'est une cérémonie très importante entre la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État du Gabon CPPF et l'Institut de prévoyance sociale Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire IPS SEGRAE. À la tête d'une forte délégation de collaborateurs, le directeur général de la CPPF du Gabon a signé ce jeudi 23 mai avec le directeur général de l'IPS SEGRAE une convention de coopération. À la salle de conférence de l'IPS SEGRAE où l'acte a été posé devant la presse, le directeur général de l'IPS SEGRAE a dévoilé le contenu de cette convention qui rapproche les deux institutions. C'est une convention qui va couvrir tous les domaines d'activité de nos deux caisses
que ce soit le métier, que ce soit le processus support, parce que les enjeux sont de taille, et qui permettra à nos deux équipes, nos deux directions générales, nos services, de se rencontrer, d'échanger sur des sujets qui sont des sujets aussi aujourd'hui cruciaux dans le domaine de la sécurité sociale, à savoir notamment l'extension de la sécurité sociale, l'optimisation du service des pensions, également le recouvrement optimum de cotisations sociales, toutes choses que nous venons de voir aujourd'hui dans le cadre du séminaire de l'AISS. Le premier responsable de la CPPF du Gabon affirme que son institution apprendra plus auprès de l'IPS-SEGRAE à travers cette convention de coopération. La CPPF du Gabon et la SEGRAE de Côte d'Ivoire travaillent depuis plusieurs années, mais de façon quasi informelle. Il y a eu des échanges, beaucoup d'échanges d'expériences dans les deux sens, avec même de la formation initiale à l'Institut ici. Mais pour autant, ça n'avait pas donné lieu à une formalisation documentée, ce que nous venons de faire aujourd'hui. Mais derrière cela se cache pour la CPPF l'ambition d'une caisse qui veut grandir, qui veut mûrir, qui veut s'inspirer des bonnes pratiques. Le modèle de gestion de l'IPS-SEGRAE a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire et fait désormais école au Gabon. Cette convention signée ce 23 mai entre l'IPS-SEGRAE et la CPPF du Gabon s'inscrit dans une dynamique réelle d'amélioration continue des deux institutions pour le bonheur de leurs assurés sociaux. Ce jeudi 23 mai 2024, les Pays-Bas et le ministère de l'Économie et des Finances de Côte d'Ivoire ont signé une convention de don de 300 millions d'euros. L'objectif de ce don est de renforcer la résilience de la zone de Port-Bouët et de Grand Bassam contre l'érosion côtière et les inondations, alignés sur les objectifs du développement durable des Nations Unies. Diane Cablancan et Seth Ekissi. Le Pays-Bas et le ministère des Finances et de l'Économie de Côte d'Ivoire ont signé une convention de don d'1 million pour les études de faisabilité du projet de protection côtière dans la zone de Port-Bouët et Grand Bassam. Un investissement total de 65 millions d'euros est prévu pour la réalisation du projet par Invest International. Ce don servira à financer les études de faisabilité du projet de protection côtière de Port-Bouët et de Grand Bassam. Cette zone côtière stratégique qui abrite des infrastructures importantes telles que le port autonome d'Abidjan, des centrales thermiques, la société ivoirienne de raffinage et l'aéroport international d'Abidjan est fortement menacée par l'érosion due au réchauffement climatique. $1 million d'euros qui a été signé aujourd'hui vise à financer des études. Et ces études devraient déboucher sur un projet dont le coût s'élève à 60 millions d'euros. Donc ça veut dire que nous ne faisons que démarrer véritablement ce genre d'action avec les Pays-Bas. And Invest International, the organization that does this for us. C'est à travers notre organisation Invest International qui a investi 1 million d'euros. Et c'est juste le début parce qu'après il y a le projet qui va véritablement être mis en œuvre. Et c'est juste un gage de la relation qui existe entre nos deux pays, entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire. Cette collaboration entre Invest International et le gouvernement ivoirien, ainsi que le secteur privé, promet de co-créer des solutions innovantes et durables pour le développement socio-économique et la prospérité de la Côte d'Ivoire. Parlons de banque assurance. La BNI, Banque nationale d'investissement, et Yaco Africa Assurance Vie ont célébré le 15e anniversaire de leur partenariat. Une collaboration qui s'est voulue fructueuse le long de toutes ces années et les deux institutions ont voulu marquer le coup à travers le lancement de 2 nouveaux produits. Découvrons avec Walter Kofi et Doumbia Ayuba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 2008-2024, 15 ans d'amitié, de collaboration et d'efforts pour offrir des solutions financières et des services d'assurance vitaux à leurs clients. Une performance que les deux partenaires que sont la Banque nationale d'investissement BNI
et Yako Africa Assurance Vie ont tenu à célébrer en soufflant sur leur 15e bougie. En un peu plus d'une décennie de collaboration, les deux entités comptabilisent des centaines de milliers de souscriptions, près de 8000 prestations pour 4 milliards de francs CFA. Une étape de 15 ans. Et effectivement, pour l'histoire, c'est très tôt que BNI et moi, nous avons été ensemble. Cette union a donné naissance à plusieurs produits qui ont démontré leur succès, dont les deux plus récents que sont Yako Éternité BNI et Plan Vert Assurance Premium BMI, un produit d'assurance obsèque et un contrat d'assurance pour la retraite lancé pour l'occasion. J'aimerais dire une occasion assez particulière pour nous parce que déjà la BNI a été là à la création de Yako Africa. À l'époque, c'était la Loyal Assurance Vie qui est devenue aujourd'hui Yako Africa. Et depuis cette époque, on a toujours travaillé ensemble en synergie pour créer des produits qui répondent aux besoins de la population. Les produits qui ont été lancés ce soir, il y a le plan Vert Retraite Premium BNI et puis le Yako Eternity BNI. Donc ce sont deux produits qui sont extrêmement importants puisque nous savons que dans la vie d'un être humain, il y a deux occasions qui peuvent créer du stress et si ces deux occasions ne sont pas bien gérées, peuvent entraîner des difficultés, une perte même de sa dignité, qui sont la retraite et le décès. Donc ces deux produits sont là pour aider nos clients, nos souscripteurs, pour justement mieux anticiper et mieux préparer ces événements particuliers. Il faut souligner que la BNI assure la quadruple fonction de banque d'investissement, de refinancement, conseil et de gestion actifs, disposant d'un réseau de 54 agences reparties sur l'ensemble du territoire national. Elle se place dans le top 5 des meilleures banques en Côte d'Ivoire. Femmes et numérique. Les femmes de Tia-Salé, membres des associations de valorisation d'entraide communautaire en abrégé avec, seront bientôt aptes à se servir des outils numériques pour augmenter le rendement de leurs activités. Grâce à la Fondation Afrique Soleil et ses partenaires, environ 1000 femmes recevront une formation sur les outils numériques comme le téléphone ou l'ordinateur portable. Ce projet de formation qui va s'étaler du mois de juin à décembre 2024 a été lancé récemment à la mairie de Tia-Salé en présence du maire de la commune. Le récit de Konena Nourgo. Ambiance de fête ce jeudi 23 mai à la mairie de Tia-Salé pour accueillir ce projet de formation sur le numérique issu des associations de valorisation d'entraide communautaire avec. Ces femmes sont sur le point de faire leur immersion dans un nouveau monde plus prometteur pour leur activité, le monde numérique. Grâce à la Fondation Afrique Soleil, environ 1000 de ces femmes seront formées sur le numérique et les outils digitaux et informatiques, comme le téléphone portable et l'ordinateur. On va aider les femmes à être autonomes et de ne plus tendre la main pour qu'elles puissent être libres, mais vraiment libres. Et dans ce cadre même, pour sécuriser les femmes de tout problème, au nom de leur liberté, nous allons lancer une opération immobilière destinée aux femmes à un prix où ils pourront les acheter, qui seront accompagnés toujours par la microfinance ou la banque. Pour nous, c'est très important que la mairie travaille à trouver des partenaires qui l'accompagnent à améliorer la vie des gens. Et donc avec aujourd'hui M. Khalil et sa fondation et tous les partenaires qui sont venus, nous sommes en train de travailler sur plusieurs projets. En plus de cette formation sur le numérique, ces femmes seront accompagnées et orientées dans leur activité par les banques et les microfinances partenaires de la Fondation Afrique Soleil. Une bouffée d'oxygène pour les bénéficiaires impatientes de débuter la formation. Avec les portables, aujourd'hui, au lieu d'aller faire regarder, comme on l'a dit, à ferraille sur Facebook, nous pouvons utiliser ces informations pour faire lancer nos business plus loin. Moi-même, j'attendais ça.
J'attendais ça, en tout cas c'est bienvenu que vous veniez ici pour nous apprendre l'utilisation du téléphone parce qu'on veut nous aussi faire des ventes en ligne. Ce projet de formation sur le numérique initié par la Fondation Afrique Soleil va toucher 1000 femmes d'ici fin décembre 2024. La formation sera donnée par Top Innovation. Qui parle de femmes parle également de famille. La conférence mondiale sur le renforcement des familles pour l'édition 2024 a été lancée ce jeudi au cours d'un point de presse. Organisée par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la conférence a pour objectif majeur de créer et soutenir des sociétés pacifiques et inclusives, indispensables au développement durable et inclusif. Le reportage est signé Sandrine Kwame et c'est ici. Fortifier les mariages. Tel est le thème de la 6e édition de la conférence sur le renforcement des familles qui se déroulera le 21 et 22 juin 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. Organisée chaque année par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en partenariat avec le ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, cette conférence a pour objectif de créer et de soutenir les membres de la société et résoudre certains problèmes en les fortifiant. Ainsi, le thème spécifique retenu pour cette édition 2024 sur le mariage vise à fournir des informations précieuses et des outils pratiques pour améliorer les relations conjugales, favorisant ainsi des familles et des communautés plus fortes. On va développer un thème très capital, renforcer les mariages. Et on aura des sous-thèmes, comme on l'a dit, la dot, les finances dans le foyer, la famille, la technologie, et puis tout ce que vous saviez avec son corollaire au niveau des foyers. Nous aurons presque, si je peux dire, 11 pays représentés de l'Afrique de l'Ouest seulement et beaucoup de personnes dans le monde entier qui vont venir regarder tant en personne ici qu'aussi en ligne. Et c'est pour donner l'opportunité à le gouvernement ainsi que tout le monde dans la société à pouvoir apprendre davantage sur comment nous pouvons fortifier la famille. La vision du ministère, à savoir promouvoir les familles et les consolider, vont dans le même sens que rejoignent celle que l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, j'allais dire, défend, promeut. Donc c'est ce qui justifie notre présence ici, la caution institutionnelle. Et je pense que c'est important. 6000 personnes sont attendues pour cette édition autour de diverses activités telles que les expositions, les ateliers, les conférences publiques, les rencontres B2B. Et les responsables des églises protestantes évangéliques des cités vainqueurs ont organisé une sortie détente pour les fidèles de la communauté à Agoudam village dans la localité de Grand Laou. Ce moment unique de partage et de convivialité a permis aux membres de la communauté de se rassembler et de communier ensemble au jour de la Pentecôte. Michel Brou. Offrir aux fidèles des églises protestantes évangéliques Cité des Vainqueurs l'occasion de se recueillir et de méditer sur le sens de la Pentecôte était l'essentiel de cette sortie détente à Grand Laou. Plusieurs activités étaient au menu de ce voyage à Agoudam village pour les fidèles afin de renforcer les liens et favoriser les échanges entre les membres de la communauté. Ces chrétiens ont pu participer à des jeux sportifs, notamment le football, jeux de cartes, baby-foot, baignade, ce qui a permis de créer une atmosphère joyeuse et conviviale. Des repas ont également été préparés et partagés par les membres de cette communauté. Vous savez, avec les églises sœurs, nous avons organisé ce programme parce que nous estimons que même en Christ, il y a la joie qu'il faut développer et l'amitié qu'il faut développer et la cohésion et l'unité qu'il faut développer. Alors il nous a paru important, voire nécessaire, d'organiser ce programme pour venir nous déstresser, nous divertir, afin de pouvoir retrouver la force pour repartir à nouveau avec le Seigneur. Nous sommes rendus effectivement à Grand Laou en grand nombre avec toute l'église et même avec des églises sœurs, nous sommes rendus à Grand Laou. Nous sommes restés ensemble durant tout ce temps qu'il a choisi, le lieu qu'il a choisi au bord de la lagune. Nous avons été impressionnés par le lieu, nous étions très contents. Et cela nous a permis de se rapprocher, de se connaître
avec les frères de d'autres églises. Et vraiment, c'était intéressant de participer à ce moment, surtout à ce jour de Pentecôte. Cette sortie détente a été l'occasion pour les fidèles de se divertir, se relaxer et se ressourcer en compagnie de leurs frères et sœurs dans la foi. Cette sortie nous a été vraiment bénéfique, étant au niveau spirituel et physique, en ce sens que nous avons bien passé des moments de prière, nous avons bien passé des moments de méditation, et à côté de cela, nous sommes épanouis, en ce sens que nous nous sommes amusés avec des jeux ludiques, des jeux éducatifs et bien d'autres jeux. Ce moment est un moment où les enfants de Dieu s'unissent pour pouvoir glorifier Dieu. Et surtout, nous sommes dans le moment de Pentecôte. C'est un moment qui a été choisi par l'homme de Dieu pour que nous nous rassemblons et nous manifestons l'amour que Dieu nous a vraiment laissé. La sortie détente initiée par les responsables des églises protestantes évangéliques Cité des Vainqueurs à Grand-Laou a été un moment privilégié de partage, de convivialité et de communion pour les fidèles de cette communauté. Elle a également été un moment pour renforcer leurs liens spirituels, sociaux et de créer un sentiment de fraternité. Parlons santé. Il s'est déroulé la cérémonie d'ouverture de la première édition du colloque international prévu du 23 au 25 mai 2024 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, organisé par le Club ivoirien de lutte contre le tabagisme, l'avortement et le sida en milieu scolaire. Cette initiative réalisée en collaboration avec le laboratoire des études et de prévention de la délinquance et des violences avec le programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Cette action avait pour objectif de réfléchir aux facteurs contribuant au non-respect des préventions anti-tabagisme et proposer des solutions concrètes pour leur mise en œuvre effective. Le compte-rendu de Michel Brou et Nicolas Angua. Tabagisme en Afrique. Femmes, jeunes et enfants face à l'ingérence de l'industrie du tabac. C'est le thème choisi à l'ouverture de ce colloque international. Durant 3 jours, cette thématique sera au menu des échanges pour les initiateurs de s'accorder sur des stratégies concertées de lutte contre le tabagisme. En effet, ce sont plus de 8 millions de décès dans le monde par an liés au tabac, dont 80% issus de pays à faible revenu. Ces chiffres sonnent l'alarme face à l'impact du tabagisme et méritent une prise de conscience des différents acteurs impliqués. C'est justement le cadre qu'offre cette rencontre pour poser des réflexions et proposer des pistes de solutions, mais surtout de démontrer leur engagement dans cette lutte. L'OMS et l'ensemble des acteurs de la lutte anti-tabac en Afrique conviennent que la recherche est essentielle pour informer les décideurs politiques et élaborer des politiques publiques, des stratégies, des programmes et des interventions ciblées sur la base des données probantes. Il y aura un regard croisé sur le phénomène de l'ingérence de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire. Donc à travers ce colloque, nous allons mettre à disposition de la société civile des données probantes. Le ministre de la Santé ne peut que encourager les jeunes à s'éloigner du tabac. D'abord pour leur santé, parce que le tabac est à l'origine de toutes les pathologies chroniques. Cette jeunesse, comme je l'ai dit, qui est notre matière première, est attendue par toute la Côte d'Ivoire. C'est elle qui aura, dans les années qui vont suivre, les commandes de la Côte d'Ivoire. On la veut pour aujourd'hui saine. Ce colloque international va rassembler des experts, des chercheurs, des professionnels de la santé, des enseignants, des étudiants et des délégations issues de 6 pays. À Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, les directeurs régionaux et départementaux de la santé ont participé récemment à un atelier d'information et d'orientation suivi du lancement de la phase pilote de la supervision renforcée et du CHT, boîte à outils de la santé communautaire. Ce sont 6 régions sanitaires, Lodjibois, Go, Bélier, Guémon, Bafing et Ossa-Sandra et leurs districts sanitaires respectifs qui sont concernés par cette phase pilote. Le reportage est signé Charles Kouakou, il est commenté par Pierre Tebeu. La supervision renforcée est une stratégie qui s'appuie sur l'utilisation des outils digitaux en vue de mieux encadrer
les acteurs de santé communautaires chargés de fournir des services et soins de santé dans les familles et communautés. Avec l'organisation de cet atelier, la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé qui conduit le projet pilote entend donner des informations et des orientations aux premiers responsables des sites devant abriter les activités, à savoir les directeurs régionaux de la santé et les directeurs départementaux, de même que les autres parties prenantes. Vous savez, les districts constituent la cheville ouvrière. C'est le lieu de la mise en œuvre de tout ce qui est activité au niveau du ministère de la Santé, en particulier la santé communautaire. 6 régions sanitaires et leurs districts sanitaires respectifs, à savoir Guitry, Ganois 2, Thiébissou, Touba et Zoukoube, sont concernés par cette phase pilote. Cela représente 150 établissements sanitaires de premier contact, 587 agents de santé communautaire et 13 encadreurs. C'est une approche assez innovatrice qui va nous permettre justement de suivre les activités de l'acteur communautaire qui est l'agent de santé communautaire, de permettre de renforcer ses activités et ses capacités, et que cet agent de santé communautaire sache qu'il ne travaille pas seul. Il est quelqu'un de très important, c'est un maillon essentiel. La phase pilote va durer de juin à décembre 2024 pour un coût de 172 705 431 francs CFA. Le CRU, Centre régional des œuvres universitaires de l'Université polytechnique de San Pedro, cultive de plus en plus la proximité avec la population. Toujours dans cette dynamique, les journées portes ouvertes en faveur des étudiants, parents d'étudiants et l'ensemble de la population de la cité balnéaire ont été initiées. Sur 2 jours, les responsables du CRU se sont attelés à répondre aux questions et préoccupations des visiteurs en lien avec les missions du centre. Le récit de Konena Norgo. Des slams et des danses pour ouvrir ces journées portes ouvertes au Centre régional des œuvres universitaires de l'Université polytechnique de San Pedro. Durant 2 jours, le CRU s'est rapproché des populations de San Pedro afin de lever le voile sur ses missions, son fonctionnement et son rôle dans le dispositif universitaire. Ces activités du CRU, ce sont les mêmes activités que nous avons eu à faire ailleurs, à savoir la restauration. Les restaurants sont ouverts. Au niveau de l'hébergement, nous avons pu loger les étudiants méritants. Au niveau des activités sportives et socio-culturelles, notre équipe aussi est à pied d'œuvre. Je pense que vous avez pu constater tout à l'heure dans la salle. Et nous pouvons donc dire qu'à mi-parcours, nous avons vraiment débuté les activités. Et depuis l'ouverture de l'université, le CRU a été mis en place et les étudiants sont pris en charge à tous les niveaux, au plan restauration, au plan hébergement, au plan sportif, culturel et dans leurs assistances diverses. Donc ce jour, lors de la journée porte ouverte de cette importante entité, Monsieur le ministre Empêché nous a instruit à l'effet de venir exprimer son soutien. De ces 2 journées et des explications des responsables de l'université, les visiteurs sont repartis satisfaits. Établissement public national à caractère administratif, le Centre régional des œuvres universitaires de San Pedro a été créé le 16 juin 2021. Sa mission, assurer la gestion des résidences et restaurants universitaires et les soins de santé aux étudiants. En image à présent, en Guinée-Bissau, la récolte de noix de cajou s'est établie à 260 000 tonnes en 2023, affichant une hausse de 8,3% par rapport à la campagne précédente, 240 000 tonnes, une indication de la Banque mondiale. En dépit de cette croissance d'une année sur l'autre de la production, les volumes exportés ont stagné, s'établissant à 170 000 tonnes contre un stock évalué à 171 000 tonnes un an plus tôt. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, votre télé utile.